Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire que la FHP organise dans le cadre de la semaine de l'expérience patient. Je vais laisser la parole à Bertrand Sommier, le secrétaire général de la FHP, qui effectivement va introduire notre rendez-vous. Merci Marie-Claire, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous de la semaine de l'expérience patient de l'hospitalisation privée, à laquelle nous tenons beaucoup. Alors d'abord, vous remercier pour votre présence. Je crois, Marie-Claire, que nous sommes plus de 300 inscrits aujourd'hui, et cela témoigne de l'intérêt croissant de nos établissements pour un sujet qui est devenu incontournable, à savoir celui de l'expérience vécue par les patients. Nous avons, dans un premier webinaire cette semaine, partagé une conviction forte, celle que l'expérience patient est aujourd'hui un levier majeur pour améliorer la qualité des soins et des organisations. Et à cette occasion, nous avons évoqué les conditions de réussite d'une démarche collective, montré qu'au-delà des intentions, l'expérience patient, doit devenir un véritable outil de transformation. Et un peu dans cette continuité, ou next step, comme on dirait en bon français, la question qui nous réunit aujourd'hui est finalement assez simple. Comment mesurer ce qui compte réellement pour les patients? Alors, nos établissements disposent déjà de nombreux indicateurs, hein. Nous avons et nous suivons notre activité, la qualité et la sécurité des soins, les processus, la conformité de nos pratiques ou encore la satisfaction des patients. Alors, tous ces indicateurs, ils sont indispensables, mais ils répondent pas toujours à une interrogation finalement essentielle. Au terme de sa prise en charge, le patient va-t-il réellement mieux grâce aux soins qu'il a reçus? Alors, cette question, elle a d'autant plus son importance que, bon, ça n'a échappé à personne, que notre système de santé est confronté à des contraintes économiques croissantes, allons-nous dire, et de ce fait, plus que jamais, nous devons être capables de démontrer la valeur produite par les soins, non seulement en termes d'efficience, mais aussi au regard des bénéfices concrets qu'ils apportent aux patients. Et c'est précisément l'ambition des PROMS. Alors, les prompts, ce ne sont pas des outils de mesure supplémentaires qui viendraient s'ajouter déjà à l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister. En fait, ils permettent de recueillir directement la perception qu'ont les patients de leur état de santé, de leur qualité de vie et des résultats de leur prise en charge. En d'autres termes, ils nous aident à mesurer ce qui compte réellement pour eux. Et c'est vraiment un changement de perspective, parce que les prompts enrichissent notre manière d'évaluer la qualité des soins. En fait, ils constituent à la fois un levier de pilotage pour l'établissement, mais ils nourrissent également les démarches de pertinence des soins et ils nous préparent aux évolutions de l'évaluation de la qualité et de la valeur en santé qui se dessine, alors en France, mais pas uniquement, hein, puisque c'est aussi quelque chose qui s'observe au niveau international. Alors, comme souvent, des concepts qui peuvent apparaître en première intention assez complexes à appréhender, finalement, prennent leur sens lorsqu'ils sont mis en pratique. Et c'est un peu l'objet de notre webinaire du jour, hein. C'est pourquoi celui-ci va faire une large place au retour d'expérience. Et après l'intervention de Madame Lopez, qui nous éclairera sur les liens entre expérience patient, valeur en santé et résultats en santé, plusieurs établissements vont partager très concrètement la manière dont ils utilisent les prompts dans leur pratique, et en l'espèce en addictologie, dans le suivi des patients insuffisants rénaux ou encore dans la prise en charge de la BPCO. Alors, je tiens à les remercier très chaleureusement. Merci à tous ces intervenants qui ont accepté de partager leur expérience, parce que c'est en diffusant ces initiatives concrètes que nous faisons progresser collectivement nos établissements. Sans plus attendre, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Claire Vier qui animera les webinaires de cette semaine et donc en ce compris celui du jour. Je veux la remercier tout particulièrement pour tout le travail de permettre effectivement cette séquence-là. Et puis un remerciement aussi au groupe de travail d'Excellence Patient qui a permis la construction de cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire qui sera nécessairement riche d'enseignements et d'inspiration.
Et merci encore pour votre présence. Peut-être, Marie-Claire, je te laisse la main. Merci beaucoup Bertrand pour ces propos et comme tu l'as très justement souligné, cette semaine de l'expérience patient, elle a été co-construite avec les membres du groupe de travail expérience patient que j'anime au sein de l'AFHP. Et pourquoi on a organisé ce webinaire dédié à la valeur en santé et aux PROM? C'est bien tout simplement parce que lors de la première édition de la semaine de l'expérience patient l'année dernière, vous nous avez exprimé le souhait de pouvoir approfondir ce sujet, ce principe et cette dimension. Et donc c'est pourquoi ce webinaire aujourd'hui y est consacré. Vous allez avoir la possibilité tout au long de ce webinaire de poser des questions directement dans le chat et donc les intervenants présents pourront y répondre directement dans le fil de discussion ou alors un temps sera également dédié en fin de séquence. Mais sans plus attendre, je vous propose effectivement de laisser la parole à Maria Belém Lopez. Maria Belém, vous êtes fondatrice et directrice de l'Institut français de la valeur en santé et vous avez accepté de venir nous parler de ces principes qu'il faut désormais rendre réalité. C'est à vous. C'est un... bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup, et Marie-Claire, justement, de permettre d'avoir cet espace pour parler des valeurs en santé, que c'est un sujet que moi, j'ai commencé à les travailler depuis 2018. Et j'ai eu la chance de pouvoir les traiter à divers endroits, en allant de l'Espagne aux Pays-Bas, en Italie, en Colombie, en Australie, en Arabie Saoudite, et dans plusieurs endroits, pour finalement voir que les problématiques qu'on retrouve aussi ici en France, elles sont similaires. Il y a des choses bien sûr qui sont uniques à la France, et des choses qui sont similaires au reste des endroits du monde. Et dans l'introduction qu'on a pu avoir, c'est vraiment en fait une dynamique internationale qui s'est mis en place. J'ai préparé quelques petits slides pour pouvoir vous présenter ces concepts et ces sujets. J'espère que la présentation vous est visible. Je ne vous vois pas, donc s'il y a des questions ou des commentaires ou comme ça, n'hésitez pas à me les signaler. Essayez de vous introduire très brièvement qu'est-ce que c'est ces concepts de la valeur en santé et comment se connecter à toute cette logique d'expérience patiente et de prompts. Finalement, ce sont quoi les liens? Donc, dans ces 15 minutes, ce qu'on va essayer de voir très rapidement, c'est qu'est-ce que c'est la valeur en santé, qu'est-ce que cela veut dire pour les établissements de santé et comment on rentre dans cette démarche. On va essayer de les faire, bien sûr, on va survoler ces éléments, mais les rendre concrets aussi pour que vous partiez déjà avec des éléments qui peuvent vous être utiles dès aujourd'hui. Mais pour commencer, la toute première question que j'ai toujours dans toutes les interventions qu'on peut faire de cette démarche de valeur en santé, quels sont les mots que vous utiliserez pour définir valeur? Et c'est là où c'est vraiment ce qui est clé. Quels sont les mots que vous utiliserez pour définir valeur? Donc vous avez le QR code à l'écran et ça va nous faire un petit nuage de mots, des mots que vous utilisez. Pour vous donner un peu l'anecdote, c'est la même question qu'on va poser quand on est avec des associations de patients, quand on est avec des industriels, quand on est avec des directions des établissements de santé, quand on est avec des soignants. C'est la même question qu'on va vous poser toujours à cette logique-là. Donc, il y a des mots qui commencent à apparaître à l'écran. On a éthique, priorité, sens, partage, importance, bénéfice, principe, fondamentaux, éducation, bénéfice, éthique qui se renforce. Je laisse juste 10 petites secondes. Après, je laisserai les questionnaires ouverts. Ça fera un joli nuage de mots de ce que pour vous, c'est la valeur veut dire. Mais on voit quand même une forte apparition du mot éthique qui apparaît à l'écran, personnel, priorité. Et c'est là où, comment dire, les premiers constats qu'on parle en valeur en santé et qu'on commence à les voir, hop, je reviens dans ma présentation à mon écran. Euh, Finalement, on doit parler des valeurs. Rien qu'en voyant ces nuages de mots, en fait, on a tous une définition différente. Et quand on a cette définition différente de qu'est-ce que valeur veut dire, déjà, on a une difficulté à s'aligner pourquoi on doit parler des valeurs et qu'est-ce qu'on cherche à créer comme valeur.
Et je ne vais pas reprendre ces différents éléments qu'on les connaît tous, on les voit tout le temps à la formation sur cette notion de pression des ressources, la variabilité qui peut exister des pratiques et tous les potentiels d'amélioration qui existent quand on cherche à identifier les résultats du soin, tout l'impact des innovations ou les décalages qui étaient déjà introduits entre ces notions de mesure, qu'est-ce qu'on mesure et quelle est la valeur qu'on produit. Et à date, notre système de santé mesure beaucoup d'indicateurs, mais pas toujours ceux qui comptent pour les patients, pas toujours des indicateurs de résultats. Souvent, c'est des indicateurs de volume. Quelle est la durée moyenne de séjour? Combien de consultations il y a eu? Combien de lits il y a un établissement de santé? Etc., etc. Et c'est là où finalement un des constats qui a permis cette mise en place des concepts de la valeur en santé, qui est connu à l'international comme Value-Based Healthcare. Certaines personnes vont l'appeler BBHC, vous pouvez les voir dans les sigles ici. C'est qu'il y a finalement des langues différentes. On parle, et là on prend juste deux exemples entre les administrateurs et les cliniciens, on parle des langues différentes. D'un côté, on peut entendre des phrases comme réduction des coûts, ROI, gestion des ressources, etc. Et dans d'autres langues, on va entendre des mots plus focalisés sur les patients, les soins en tant que tels. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve comme Eddie Murphy dans ses films de Sofia Coppola, je ne sais pas si vous l'avez connaissez ou vous l'avez vu, on se retrouve, le personnage est au Japon, il parle pas la langue, et en plus il se retrouve dans une culture qui est différente. Et c'est ça la problématique qu'on retrouve, de dire, ok, il n'y en a pas juste un problème de langue, il y a aussi une problématique de dire, ah, quelle est la culture qu'on partage? Et c'est là où le professeur qui a fondé qui a commencé par un concept de la valeur en santé, utilise cette phrase c'est une phrase qui, j'ai envie de dire, enfonce des portes ouvertes, qui est tellement logique et que c'est ce qui guide toute la pensée de la valeur en santé. Je la lis parce qu'elle est très très puissante. Des soins de qualité coûtent moins cher car ils reposent sur des diagnostics plus précis, réduisent les erreurs de traitement, limitent les complications, accélèrent la récupération, privilégient des approches moins invasives et diminuent le recours global aux soins. Être en bonne santé revient toujours moins cher que de traiter la maladie. Et c'est sur ces principes-là qui se fonde toute la logique de la valeur en santé. Et en partant du constat que nous avons pu voir, même rien qu'ici, hein, dans un petit échange qu'on a eu entre nous, finalement, on a tous des définitions différentes de la valeur. Quand on commence à parler de cette notion de valeur en santé, il y a une définition internationalement reconnue que c'est la définition de la valeur patient. Les systèmes de santé, partout dans le monde, et ce qu'ils cherchent à produire, c'est une amélioration de cette valeur patient. Et la valeur patient est définie par cette notion de les résultats de santé qui sont pertinents pour les patients, divisé par la totalité des ressources mobilisées sur l'ensemble de la trajectoire de soins. Donc on va souvent parler du numérateur ou du dénominateur. Où est-ce qu'on est en train d'agir? Et c'est là où il y a ces différents éléments qui apparaissent, qu'on entend parler à date, comme les PROMS, les résultats perçus par les patients, ou les PREMS, les résultats d'expérience. On a aussi les résultats cliniques, que c'est ce qu'on a plus l'habitude d'avoir, mais on peut en avoir aussi tous les éléments du dénominateur qu'on entend parler, qui parlent de l'organisation des équipes, et en valeur en santé, on va parler d'une notion d'unité de pratique intégrée qu'on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. On va parler de ces notions la bonne ressource au bon moment pour le bon patient et de toute la logique des innovations et outils technologiques qu'on met à disposition dans ces trajectoires pour finalement atteindre ces résultats-là. Et c'est là qu'on connecte finalement les actions qu'on mène aux résultats qu'on obtient pour essayer d'avoir cet équilibre dans cette équation. Et à date, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, donc c'est juste un rappel très rapide sur qu'est-ce que cela veut dire les proms, les prems et les croms. Et ça, c'est une définition qui est présentée par le docteur Virginie Luce-Garnier, la présidente de la Société savante de la valeur en santé, qui nous parle finalement de ces indicateurs croms. C'est par exemple ce qui va regarder mon médecin quand je mange une pomme, la glycémie ou la ration calorique. Les proms, ça va être ce que moi, je vais ressentir en mangeant cette pomme. La faim, la satiété, la nausée ou l'énergie, si je vais ressentir en mangeant cette pomme. L'expérience que j'ai eue en mangeant cette pomme, ça va être les prems. La saveur, la texture, l'originalité, les émotions. Parce qu'il se peut que si je mange une poignée de criquets, ma glycémie ou les nausées que j'ai pu ressentir sont les mêmes entre la pomme et les criquets.
Par contre, l'expérience, elle est très différente. Et en valeur en santé, on ne parle pas d'expérience hospitalière. Est-ce que les parkings étaient bien? Est-ce que les repas étaient bons? C'est plutôt dans la logique. Est-ce que les soins que j'ai reçus me créaient de l'anxiété? Ou au contraire, je me suis sentie rassurée au cours de mon parcours? Est-ce que j'étais capable de mener les différentes étapes de ce parcours? Ou au contraire, je ne comprenais rien de ce qui s'est passé? Et on commence à voir quel est l'effet de cette expérience dans la façon dont les usagers peuvent agir dans les parcours et s'orienter dans les parcours. Et à la fin, je vais avoir la vision de la satisfaction, je n'aime pas, pour regrouper un peu ça. Et ces indicateurs-là qu'on a parlé toujours dans cette logique de l'équation de la valeur qu'on est en train de parler, ils peuvent être utilisés pour faire un retour individuel au patient et ils doivent même être utilisés dans cette logique-là. Mais aussi, elles peuvent nous permettre de faire de la suivi des cohortes et une amélioration continue. De dire finalement, c'est des indicateurs que je vais mesurer à l'échelle individuelle de manière longitudinale, dans 5 ans, dans 10 ans, etc., etc., à voir comment ça se passe, pour pouvoir mettre en place des processus d'amélioration et de modification de l'organisation de mes équipes. Donc, cela impacte directement mon dénominateur, mes ressources mobilisées. Cela aussi peut être utilisé pour promouvoir la transparence et, comme c'était mentionné aussi, maintenant ça va être un critère de certification des établissements de santé. Donc, les PROMS, couplés aux PROMS et aux indicateurs d'expérience patient, sont des outils essentiels pour évaluer la qualité des soins fournis. Quels sont les résultats du système? Ils permettent au système de s'améliorer en objectivant les données relatives à ce qui a fonctionné ou non en se basant sur les résultats obtenus. Pour vous dire très rapidement qu'est-ce que cela veut dire pour les établissements de santé, là, il y a un cas très connu, un cas d'école qu'on utilise souvent pour former les gens à comprendre la logique derrière ces indicateurs. C'est le cas de la Martini clinique. Ou bien sûr, en cancer de la prostate, ils se sont spécialisés dans cette logique-là, ils avaient une survie de 1% meilleure que la moyenne nationale de 95 à 94%. De dire génial, on est les meilleurs, on a 1% de plus. Mais ces acteurs, ils ont décidé de mesurer déjà dans les années 90. Ils avaient un taux de réponse de 75%. À l'époque, il n'y avait pas d'application. Ils envoyaient ces indicateurs PROMS par courrier, lettre à la poste. Ils arrivaient à avoir un retour de 75%. Et ils ont réussi à identifier que finalement, par cette logique d'amélioration continue, en regardant les résultats au fur et à mesure de la pratique, ils avaient un pourcentage de population uniquement de 6,5% qui avait une incontinence urinaire à 1 an après la chirurgie versus 43,3% dans la moyenne. Et en dysfonction érectile sévère, leur population, il avait à 34,7% versus 75,5%. Donc, en soi, quand on commence à voir et à comprendre les résultats, ils parlent de eux-mêmes. Parce qu'en tant qu'usager du système, on va tous vouloir aller à un endroit où on obtient des meilleurs résultats. J'ai mis un autre exemple que je ne vais pas détailler. Ici, c'est en Hollande sur les cancers du sein et comment les traitements, et on améliore ces traitements du cancer du sein au fur et à mesure de l'implémentation de ces collègues des indicateurs de santé PROMS, PREMS, CROMS et en mettant en place ces cercles d'amélioration continue. Donc, comment rentrer dans la démarche? Bien sûr, en 3 minutes qui me restent, je ne vais pas tout vous expliquer en détail parce que les questions les plus communes qui apparaissent, c'est quel prompt choisir? Comment on collecte les prompts, quel utile, à quelle fréquence. Et les exemples qui vont suivre, ils vont commencer à répondre à ces questions. Comment on va engager soignants et patients dans la démarche et réussir à avoir un taux de 75% de réponse comme c'était le cas chez nos amis allemands. Il y a des ressources qui sont gratuites et disponibles. Le RS Île-de-France a produit un outil, un guide de comment déployer ces questionnaires. Et la HAS en 2021 aussi a produit une aide à l'utilisation de ces questionnaires patients. Nous aussi, on accompagne dans la formation et action pour débuter la mise en place de ces indicateurs PROMS et PREMS. Et pour vous donner juste les étapes de façon très rapide, la première chose qu'on doit faire, c'est constituer une équipe pluridisciplinaire qui inclut les patients. C'est vraiment un projet qu'on doit prendre en compte, qu'il va mettre environ
dans les équipes les plus dynamiques, on va dire minimum 9 mois, mais souvent on est quand même dans des démarches de 18 mois pour faire les cercles apprenants, que les équipes ils arrivent à améliorer et à utiliser et s'approprier de ces indicateurs-là. Et il est important de définir l'intérêt du projet pour tous les acteurs du système dans une démarche de co-construction. Ensuite, on va aussi faire le choix de quelles conditions médicales on va attaquer et quels indicateurs on va mesurer. Quelle est la baseline ou les indicateurs initiaux qu'on peut voir et choisir entre ces prompts génériques ou ces prompts spécifiques. À date, on a un organisme international qui s'appelle ICHM qui nous propose des guides de référence pour, par différentes conditions médicales, identifier c'est quoi les indicateurs qu'on doit mesurer et aussi à quelle fréquence. Parce que, à nouveau, comme c'était mentionné, c'est une vision internationale qu'on peut voir les résultats en France, à Paris, à Bordeaux, à Strasbourg, mais aussi au Brésil, à Sao Paulo, etc., etc. Et l'étape numéro 3, bah, on rentre dans cette, nous, ce qu'on appelle la rue de l'amélioration continue, où on a notre équipe disciplinaire, nos indicateurs, on commence à collecter ces données, on les analyse et on mettra en œuvre les différentes améliorations qui nous permettent d'aller vers cette excellence du soin. Quand on élève les PROM, on peut, pour aller à un cadre qu'on appelle PROM Standard Operating Model, c'est là qu'on peut commencer à voir tous les avantages de l'intelligence artificielle qui nous permettent finalement de pousser ces analyses à un niveau bah, qui nous permet de faire des prédictions des situations et vraiment améliorer les soins à un niveau plus poussé. Mais pour l'instant, en France, on est plutôt dans la démarche de débuter. Je pense que j'ai tenu à une seconde près mes minutes. Si vous avez des questions ou vous souhaitez plus de documentation, on produit beaucoup de documentation accessible pour tout le monde, mais ça sera avec grand plaisir de vous partager des éléments. Immense merci Maria Belém pour cette intervention que j'ai trouvée passionnante, didactique, très claire. Tu as réussi à poser en peu de temps à la fois le principe, les objectifs poursuivis et puis les étapes clés de la démarche. Et c'est vrai que ce visuel de la roue d'amélioration pour aller vers l'excellence du soin, ben, elle dit beaucoup de choses. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est vrai que tu l'as expliqué, hein, la valeur en santé, elle invite à mesurer les résultats qui comptent pour les patients. Et les prompts constituent effectivement l'un des outils, l'un des leviers, l'un des moyens les plus concrets pour y parvenir. Et justement, les trois retours d'expérience qui suivent vont illustrer comment cette ambition peut se traduire justement dans la pratique clinique quotidienne. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Edwige Sorway-Rebourg, qui est directrice de la clinique Pieta, qui est un établissement psy, et qui va donc nous parler des PROMS au service du programme d'éducation thérapeutique en addictologie. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc déjà, merci à la FHP de m'avoir convié à la présentation des proms dans le cadre des webinaires sur l'expérience patient. Donc, je vais vous présenter du coup mon diapo. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. D'accord. Parfait. Donc, je vais vous parler pour ma part des proms sur le programme d'éducation thérapeutique de pathologie duelle qui est porté par la clinique Pietat. Donc, la clinique Pietat est un établissement INICEA, hein, on fait partie du groupe Clariane. Donc aujourd'hui au programme, donc sur ces 15 minutes, je vais vous parler de la place des proms dans l'expérience patient à la clinique, le contexte des proms en santé mentale et addiction, notre programme d'éducation thérapeutique pathologie duelle. Et puis nous, pour le coup, on a adapté un questionnaire générique à notre programme d'éducation thérapeutique. Donc je vais vous expliquer comment on l'a adapté, nos résultats 2025 et on terminera par effectivement les changements qu'ont eu les proms sur nos pratiques. Donc voilà, donc la clinique Pietat est située dans les Hautes-Pyrénées, dans le cercle vert que vous voyez en bas de l'écran. Donc c'est un établissement spécialisé en psychiatrie. Et donc on propose un programme d'éducation thérapeutique pathologie duelle, donc comorbidité associée, psychiatrie et addiction.
Donc l'expérience patient à la clinique de Piétat, elle est déjà en place depuis plusieurs années, hein. On a fait une carte mentale sur l'ensemble des actions qui sont déployées sur l'établissement autour de cette thématique. Donc on intègre les pairs aidants, par exemple, dans nos prises en charge déjà depuis 2 ans. L'intervention des patients experts, entre autres sur le programme d'éducation thérapeutique pathologie duel. Et puis, effectivement, on a les prompts sur la mesure de l'expérience patient en bas de page autour de ce programme d'éducation thérapeutique. Les patients ont également intégré les instances de l'établissement puisqu'ils participent à l'ensemble des instances. Et depuis les débuts de l'année, on a mis en place un club expérientiel autour de l'expérience patient au sein de la clinique. Donc notre programme d'éducation thérapeutique sur les pathologies duelles, donc il s'organise sur 6 semaines d'hospitalisation complète. On intègre 8 patients sur 6 semaines dans le cadre de ce programme et nous avons mis en place les prompts depuis 2024. Donc, ce programme propose plusieurs ateliers socles, donc autour des mécanismes de l'addiction, de l'entretien motivationnel, de la gestion des traitements psychiatriques et les traitements autour de l'addiction, de l'activité physique adaptée, entre autres, et puis la participation des associations d'usagers, entre autres, Vie Libre. Donc, le contexte des prompts en santé mentale et addiction. Donc, aujourd'hui, les prompts en psychiatrie sont quand même prédictifs de réhospitalisation, hein. Donc, nous, on utilise en termes d'outils de prévention et de levier sur le rétablissement de nos patients. Donc, ça a été pointé dans le cadre d'un rapport sur la qualité des soins perçus publié par la HAS en 2021. Elle permet aussi la compréhension de l'expérience vécue et plus spécifiquement en psychiatrie autour des parcours de rétablissement. Et sur le résultat de l'enquête sur l'utilisation des questionnaires prompts de la HAS qui a été publiée en 2022, on voit qu'aujourd'hui, il y a seulement 5 prompts qui sont utilisés en France dans les établissements sur les addictions. Sur la présentation précédente, on a vu qu'effectivement, c'était un critère de la HAS sur la certification des établissements de santé. C'est un critère avancé, le critère 1403, sur la gouvernance soutient l'utilisation des questionnaires visant les résultats des soins évalués par les patients. Au niveau des opportunités, le but de la mise en place de ces prompts, c'était de pouvoir valoriser le bénéfice réel du programme pour les patients au-delà des indicateurs cliniques classiques, de considérer le patient comme partenaire des soins autour de l'amélioration du programme d'éducation thérapeutique, et vous verrez après comment on améliore ce programme au fil des résultats. Faciliter la communication avec les professionnels et l'engagement des patients en permettant en fait un échange autour des difficultés des soins des patients pendant leur séjour et d'identifier plus précocement les symptômes par le biais de ces questionnaires. Et puis ça permet à la sortie un suivi plus efficace. Donc le questionnaire qui a été choisi, nous l'avons adapté à la pathologie duel. Donc on est parti d'un questionnaire générique sur la qualité de vie qui est le SF36 et on l'a adapté enrichi d'autres questions autour de la pathologie duel, entre autres sur les impacts de l'addiction sur les activités du patient, sur le manque et les relations sociales. Donc, on a plusieurs questions hein, sur le questionnaire d'entrée et le questionnaire de sortie, puisqu'on évalue l'impact du programme d'éducation thérapeutique sur l'amélioration de la qualité de vie du patient pendant son hospitalisation. Donc, on a 5 thématiques qui sont explorées dans le cadre de ces questionnaires. Une thématique sur la santé perçue par le patient, sur la vitalité et l'énergie, l'état émotionnel, la vie sociale et l'impact du manque. Donc, le questionnaire d'entrée, il va comporter 3 questions générales qui nous permettent justement d'évaluer la santé perçue du patient et l'impact de la pathologie sur sa qualité de vie et sur les symptômes. Donc, ça nous permet d'avoir un état à l'entrée du patient sur ces différents indicateurs. Et puis, on a 14 questions à l'entrée qui correspondent aux 14 questions à la sortie. Le questionnaire d'entrée va être passé sur la première semaine d'hospitalisation, puisque c'est notre semaine d'accueil hein, pour les patients sur le programme. Et la référence temporelle, on va poser des questions en leur demandant, au cours des derniers mois, dans quelle mesure avez-vous ressenti ces symptômes? Sur le questionnaire de sortie, on le fait passer en fin de 5e semaine ou 6e semaine, donc sur la semaine de sortie. Et là, on va avoir une temporalité sur, depuis votre arrivée dans la clinique ou votre hospitalisation, comment vos symptômes ont évolué. Donc, sur le résultat 2025, l'évolution entre l'entrée et la sortie, donc on a pu intégrer 38 patients sur ces questionnaires puisqu'on a 38 patients qui ont terminé le parcours. On n'a pas intégré les réponses sur les questionnaires qui n'étaient pas complets, où on n'avait pas de réponse à l'entrée et complété avec les réponses à la sortie.
Voilà, donc on note quand même sur les résultats principaux une nette amélioration de l'humeur, une diminution de l'épuisement des patients et une diminution de l'anxiété et de la nervosité. Donc sur les trois questions qu'on a au départ sur la santé perçue du patient, on va avoir un impact de la pathologie sur la vie quotidienne quand même très important et très marqué à l'entrée, avec 82% des patients qui font moins que prévu au travail dans leur activité à cause de leur état de santé. Et on voit également que la souffrance physique est présente de façon très importante puisqu'on a 67% des patients qui souffrent à l'entrée. Sur les impacts fonctionnels à l'entrée du parcours, donc on a des impacts qui sont directement liés à la santé physique et d'autres qui sont évalués en lien avec les produits ou l'alcool. Donc on voit que 74% des patients sont limités en nombre d'activités possibles dans leur vie quotidienne. 63% des patients limitent le temps passé au travail et 59% n'arrivent pas à tout faire, même avec des efforts. Sur l'impact lié aux produits, on a 69% des patients qui font moins que prévu à cause des produits, 65% qui vont limiter leurs activités à cause des produits et 62% qui vont limiter le temps de travail à cause des produits. Et sur la dernière question, 59% d'entre eux estiment qu'ils bâclent leur travail à cause des produits. Donc là, on vous montre les résultats principaux sur l'amélioration des symptômes négatifs principalement. C'est les résultats les plus significatifs. Donc on a 6 résultats qui sont significatifs sur les 14 questions qui sont posées. Et les 8 autres questions, on a une amélioration, mais qui sont beaucoup moins significatives. Donc on a fait le choix vraiment de cibler la présentation sur les résultats les plus significatifs. Donc là, on parle en termes d'amélioration des symptômes négatifs. Donc on voit qu'il y a une nette amélioration de l'humeur, avec une humeur maussade qui s'améliore au fil de l'hospitalisation. Une diminution de 2,25 points sur l'épuisement. La fatigue également diminue de 2,8 points. La tristesse diminue de 1,93 points. On a également une amélioration hautement significative de la nervosité. Et puis, une santé qui est ressentie comme meilleure à la sortie du parcours. Donc, qu'est-ce que les preuves ont changé aujourd'hui sur notre quotidien et dans notre pratique? Donc, les résultats des prompts nous permettent de réajuster notre programme d'éducation thérapeutique. On a pu identifier les dimensions qui étaient les plus impactées pour chaque patient et d'adapter les ateliers en fonction. Donc, à l'issue de ces prompts, on a pu mettre en place des groupes de parole de patients pendant le parcours, puisqu'on a identifié qu'effectivement, il y avait des leviers sur le pouvoir d'agir qui étaient beaucoup liés à la pérédance et au groupe de parole et au partage d'expériences entre les patients. On a intégré effectivement le patient expert et la pérédance dans nos ateliers. Lorsque les patients ont des pathologies psychiatriques associées avec des troubles dépressifs, en fin de parcours addicton, on les bascule sur le parcours d'éducation thérapeutique pour les troubles dépressifs, pour pouvoir prendre en charge la pathologie dépressive une fois le sevrage à distance des produits ou de l'alcool. Et puis, on propose d'autres ateliers optionnels, entre autres des ateliers sur le sommeil, sur la nutrition ou sur la douleur, qui vont être ajoutés aux ateliers socles en fonction des besoins qui vont être identifiés à l'entrée pour le patient. Les questionnaires sont restitués en individuel avec les patients à la sortie, donc la semaine de la sortie, avec leur propre score et l'évolution de leur propre score. Donc ça permet aux patients de renforcer la prise de conscience et l'engagement du patient dans son rétablissement. Et en fait, on va pouvoir derrière mettre en place un plan de gestion de la rechute pour cibler les points à renforcer après l'hospitalisation. Donc là, c'est vraiment des leviers du pouvoir d'agir du patient pour le parcours de rétablissement post-hospitalier. Sur les indicateurs qualité perçue, on a également un impact pour les équipes. Donc les prompts agrégés alimentent le tableau de bord qualité de la clinique et vont permettre de valoriser la qualité du travail qui est réalisé par les équipes, donc dans une démarche d'amélioration continue. Et là, pour le coup, on a un vrai levier motivationnel aussi pour les équipes et ça permet un empowerment organisationnel autour de ces prompts. Pour aller plus loin, donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir augmenter les cohortes pour valider statistiquement et scientifiquement nos résultats. Ça nous permettra également de faire une transférabilité du programme à l'échelle du groupe et de le reconnaître en termes d'efficacité. Nous avons également le programme qui est en ligne via un questionnaire en ligne Form sur Google Form depuis le début de l'année qui reste à renforcer pour faciliter la collecte des résultats. Aujourd'hui, on arrive à recueillir ces questionnaires via un QR code à l'entrée et à la sortie pour l'ensemble des patients, ce qui est quand même beaucoup plus facilitant que le questionnaire papier.
On a nos résultats bruts qu'on récolte en fin de séjour. Par contre, c'est encore à améliorer en termes de rendu graphique sur les rendus des résultats. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir généraliser les prompts sur d'autres programmes d'éducation thérapeutique, entre autres notre programme sur les troubles dépressifs par l'utilisation du PHQ-9 à l'entrée et à la sortie du programme. Et puis sur des programmes spécifiques de soutien aux aidants, puisque là, on a un projet de soutien aux aidants sur le département qui va être développé, avec le programme Bref, entre autres, qui propose justement ces questionnaires d'amélioration de la qualité de vie et du fardeau sur les aidants et des symptômes dépressifs avec le questionnaire Zarit et CESD qui sont proposés en entrée et en fin de programme bref. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, parce que moi, je vais pas pouvoir vous rester avec vous sur la totalité de la présentation. Donc, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin sur ces prompts. Merci. Merci beaucoup, Edwige. Justement, on a une question qui est posée dans le chat sur l'utilisation du questionnaire, ou plus ou moins sur le fait que vous avez adapté ce questionnaire Oui. par rapport voilà, à celui qui avait été validé scientifiquement. Du coup, vous avez expliqué voilà, pourquoi vous avez fait ce choix, c'est pour l'adapter à la situation clinique. Mais est-ce que quelqu'un souhaite répondre sur le fait, sur la faisabilité en fait finalement de pouvoir adapter ces questionnaires prompts à la situation de l'établissement? Alors aujourd'hui, nous, on a fait ce choix-là parce qu'effectivement, sur la pathologie duel, on pouvait pas avoir de questionnaire qui répondait pleinement aux deux problématiques, hein, à la fois la problématique psychiatrique et la problématique addictive. Donc l'idée, c'était de pouvoir intégrer des questions supplémentaires pour pouvoir évaluer les deux paramètres, en tout cas les deux approches. Et effectivement, alors ça reste un questionnaire générique, donc qui peut être adapté. Du coup, nous, on a fait ce choix-là, mais il n'est pas validé, en tout cas labellisé aujourd'hui au niveau national. Après, ça fait partie aussi des projets qui sont sur ce questionnaire, mais pour ça, il faut qu'on puisse s'assurer de la solidité et de la robustesse de l'expérience pour pouvoir le proposer en validation. Merci. Maria Bellem, peut-être souhaites-tu compléter, enfin en tout cas dire quelques mots de la réponse que tu as pu écrire? Oui, donc du coup, la réponse était, tout dépend de l'objectif. Et on l'a vu dans la pratique à l'international, quand est-ce qu'il y a un besoin de les adapter? Parce qu'il faut voilà, plutôt avoir une démarche pratico-pratique pour que ça serve pour les services, pour qu'ils rentrent dans une dynamique d'amélioration par objectiver ces résultats-là. Par contre, et c'est du coup les commentaires aux questions suivantes qui étaient ouvertes, quand on veut avoir cette logique de comparer, à plus grande échelle, en fait, on ne faut pas les modifier parce que sinon, on commence à comparer des pommes avec des bananes et du coup, la puissance de l'outil, elle se perd. Après, c'est ça qu'il faut toujours tenir en compte. Les prompts, c'est un outil. En fait, ça reste un outil qui nous permet d'objectiver un ressenti. Et par objectiver ces ressentis, peu importe si j'ai des populations différentes, je peux commencer à comprendre où est-ce que j'ai des espaces pour améliorer les soins, ou où est-ce que j'ai déjà de l'excellence. Et on revient toujours à cette logique-là. Voilà. Grand merci pour ces précisions, et je vais maintenant donner la parole au deuxième retour d'expérience de la clinique Turin. Donc merci beaucoup Marion Sainte-Luce, vous êtes responsable qualité, et Delphine Charrier, vous êtes responsable opérationnel des soins donc à la clinique Turin. Et vous allez effectivement intervenir sur un autre type de prise en charge et un autre PROMS. Et donc, la prise en charge en question concerne les insuffisants rénaux non dialysés. Je vous laisse la parole. Bonjour. Alors, attendez, on essaie de vous remettre le PowerPoint. Ça a bien marché à la répétition, mais ça ne marche pas, évidemment. Là, je ne sais pas si vous voyez notre écran. Je ne le vois pas encore, mais s'il y avait besoin, je peux sinon charger votre diaporama à votre convenance. On vous laisse le charger, puisque là, Ça marche, bien mais- sûr, ça marche à la répétition et en direct, on a un petit souci technique. Ok. Ouais. Que vous le voyez. Voilà, Oui, oui, parfait. c'est parfait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Donc, bonjour à tous. Non, merci à la FHP pour son invitation qui nous donne du coup l'occasion de présenter notre utilisation de nos prompts dans le cadre de notre hôpital de jour reins et prévention.
Donc déjà pour vous donner un peu des éléments de contexte, la clinique Turin est une clinique privée du groupe Almaviva Santé qui est située dans le 8e arrondissement de Paris. C'est une clinique médecine-chirurgie avec de la chirurgie pluridisciplinaire, plusieurs blocs opératoires et un gros pôle de cardiologie. Et attenant à ça, on a un gros centre de dialyse où donc on est le plus gros centre de Paris intramuros avec 24 places en centre lourd, 8 places unité de dialyse médicalisée, avec surtout 3 séances par jour, tous les jours de la semaine sauf le dimanche, ce qui nous fait un gros volume de séances à l'année. Donc, dans le cadre de cette prise en charge des patients insuffisants rénaux, à côté de la dialyse, on a voulu développer des programmes de prévention pour les patients justement non dialysés insuffisants rénaux. Et on a développé depuis un peu plus de 2 ans un programme d'hôpital de jour qu'on a intitulé Réin Prévention, comme son nom l'indique, et dans le cadre de la prévention de la dégradation de la maladie rénale. Parallèlement à ça, au sein du groupe Almaviva, on est dans une culture d'échange, d'audit de qualité entre les différents établissements. Et du coup, on fait régulièrement des audits croisés où on s'auto-audite sur une thématique. Ça peut aller des urgences vitales, la prise en charge des AES, un peu de tout. Et donc, il y a quelques mois de ça, nous avons fait un audit un peu atypique sur les proms. Donc la question était, justement sans parler de proms, est-ce que vous utilisez au sein de votre établissement, au sein de vos équipes médicales, des questionnaires qui sont remplis par les patients pour justement que eux évaluent le rendu de leur prise en charge. À cette occasion, du coup, on s'est posé sur nos prises en charge et notamment sur l'hôpital de jour Réin Prévention. On s'est rendu compte que effectivement, on utilisait ce type de questionnaire et que c'était en plus un questionnaire labellisé dans le cadre des proms. Donc, Delphine va vous présenter un peu plus le programme pour que vous puissiez comprendre un peu comment on fonctionne. Alors, je vais vous parler du coup de notre HDI Rein et Prévention. Donc, effectivement, il s'adresse aux patients insuffisants rénaux qui ne sont pas encore dialysés, avec des objectifs de mieux vivre au quotidien avec la pathologie, retarder au maximum l'évolution et retarder donc la dialyse, préserver la qualité de vie. Nous, ce qu'on recherche dans nos HDJ en général, c'est une implication et un engagement des patients. Et pour ça, on tient vraiment à ce que tous nos parcours d'HDJ soient personnalisés avec des conseils qui sont vraiment individuels et qui s'adaptent à chaque personne en fonction de leurs habitudes, notamment en diététique. On va pas donner les mêmes conseils alimentaires en fonction des habitudes de chacun, de leurs origines, etc. Donc, en ce qui concerne là l'HDJ Rein et Prévention, les patients viennent 4 fois par an, tous les 3 mois. À chaque fois qu'ils viennent, ils ont 4 entretiens individuels, donc avec une infirmière, une psychologue, un diététicien et le médecin néphrologue, et une séance collective d'activité physique adaptée. Sur la séance numéro 2, il y a aussi un atelier au niveau du pied diabétique, puisque c'est des patients qui ont souvent des comorbidités, donc on essaie de prendre en charge en globalité. Pour construire ce programme d'HDJ et notamment les prompts, enfin notre questionnaire dont on va vous parler après, à chaque fois qu'on lance un HDJ, on réunit l'équipe pluridisciplinaire, on leur demande de travailler par profession sur des contenus, des programmes, et ensuite c'est discuté avec le reste de l'équipe, présenté au médecin, puis et à la direction, et ensuite on tranche sur ce qu'on fait et on vous dira que tout au long de la vie, de tous les jours, on réévalue et on améliore nos programmes au quotidien. Donc, chaque profession a bien défini ses objectifs et ses contenus d'intervention. Donc, l'équipe pluridisciplinaire, je vous en ai déjà parlé, je vous la représente pas, ils sont notés ici, mais voilà, on a une quinzaine de personnes au sein de nos HDJ. Ouais. Donc, dans la construction de ce programme, comme vous a dit, c'est un programme qui s'étale sur une année, où les patients viennent plusieurs fois, et on a souhaité chercher des indicateurs pour évaluer l'impact de ce programme, de savoir si ce programme remplissait ses objectifs.
Donc, on a défini des indicateurs quantitatifs qui étaient assez faciles à déterminer puisqu'on a choisi la DFG, le débit de filtration glomérulaire, qui est l'indicateur de mesure de la fonction rénale classique. Et à côté de ça, on a souhaité travailler sur des indicateurs plus qualitatifs, vraiment plus du point de vue aussi du patient pour voir comment le patient vivait ses HDJ. Est-ce que voilà, pour lui, il en ressortait vraiment des bénéfices. Et donc, c'est à cette occasion que l'équipe de psychologues a proposé qu'on utilise l'échelle SF12. Donc, la SF12, c'est un questionnaire en 12 questions, donc comme c'est indiqué dans son nom, qui est comme la SF36, mais en plus court, parce qu'on voulait un questionnaire quand même pas trop long pour pas perdre les patients, qui est validé scientifiquement. Et du coup, qui permet, on pose des questions aux patients sur sa qualité de vie, est-ce qu'il a des limitations physiques, des douleurs, comment il ressent sa vie au quotidien avec sa maladie chronique. Donc, en pratique, ce questionnaire est donné aux patients avant la première séance d'HDJ, ce qui permet de faire un bilan d'entrée qui est discuté lors du bilan éducatif partagé, qui permet d'établir les objectifs personnalisés pour le patient. Donc, on adapte du coup les différentes séances aux résultats du premier questionnaire. Et lors de la dernière séance, donc à peu près 1 an après le début du programme, on redemande aux patients de re-remplir le même questionnaire et on voit effectivement si notre programme a eu des impacts positifs ou pas aussi sur sa qualité de vie et même les axes sur lesquels ça a pu avoir un impact. Voilà. Alors, donc, en ce qui concerne les résultats, les perspectives, donc au niveau des bénéfices, on a vraiment une amélioration perçue de la qualité de vie des patients, la stabilisation ou l'amélioration de la DFG pour une majorité des patients. Donc, on a 40% d'amélioration et 20% de stabilisation. Pour nous, la stabilisation, c'est déjà quelque chose de très positif pour une maladie chronique. Il y a un accompagnement qui est vraiment personnalisé. Comme je vous disais, une forte des patients parce qu'on a un très bon taux de satisfaction de ce programme-là. Donc ça, c'est vraiment côté patient et côté professionnel. On a remarqué, et c'est ce qui ressort des équipes, une meilleure coordination entre professionnels. En ce qui concerne les perspectives, donc nous, on va poursuivre la mesure des résultats. Là, pour être vraiment transparente, pour l'instant, notre analyse, elle était plutôt centrée sur les bénéfices autour du patient. Et à l'avenir, on aimerait faire une analyse et des recueils de données plus macro pour améliorer le contenu de nos programmes et éventuellement proposer des nouveaux contenus. Donc, on va structurer l'analyse et on va continuer de capitaliser sur les retours d'expérience. Et comme je vous disais, c'est un programme qui est réajusté en continu en fonction des données. Les seuls petits points d'attention, c'est au niveau de l'adhésion des nouveaux professionnels, puisque ce programme et ce choix de la SF12 a été décidé au lancement de cette HDJ il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. Là, on a une équipe de psychologues qui va partir et on a des nouveaux qui sont arrivés. C'est plus difficile pour les nouveaux de s'approprier ce questionnaire puisque c'est pas eux qui ont été à l'initiative du choix de cet outil, bien que finalement maintenant ils trouvent que c'est très pertinent et au vu des résultats, c'est facile d'utiliser des outils dont on voit tout de suite l'efficacité. Mais voilà, c'est le seul point d'intention et aussi bien prévoir que le patient ait pu remplir son questionnaire en amont de sa séance, puisqu'au niveau du temps, quand les patients viennent nous voir, ils ont 1 demi-heure de consultation individuelle par professionnel. Donc, s'ils n'ont pas encore rempli le questionnaire, ça prend beaucoup de temps sur l'entretien psychologue. Et du coup, on s'assure que les patients ont pu les remplir en amont. On a pas mal de patients qui ont des difficultés avec des langues, donc il faut que dans ce type de parcours, ils puissent être accompagnés. Voilà, nous, ce qu'on pourrait vous dire pour conclure, c'est que peut-être que comme nous, finalement, vous utilisez des prompts sans le savoir. Et ce qu'on vous conseille pour démarrer dans ces projets, c'est déjà de faire un état des lieux des outils et des questionnaires que vous utilisez
peut-être si vous faites partie d'un groupe comme nous, vous pouvez faire des audits dans des établissements qui sont pas les vôtres et demander à d'autres professionnels de venir chez vous, ou bien vous poser tranquillement, regarder ce que vous avez dans vos bases de données, voir si vous faites pas des prompts sans le savoir. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci. Grand Merci. merci, mesdames, pour cette nouvelle illustration de l'utilisation d'un prompt et puis les bienfaits que cela peut engendrer, en tout cas en termes de d'amélioration des programmes et puis évidemment des résultats aperçus par les patients. Je pense que c'est très important effectivement aussi pour les équipes de voir les effets de la prise en soin et il y a un côté aussi de redonner du sens. Enfin, en tout cas, c'est, je pense aussi un des bénéfices aussi de ces démarches, c'est de redonner, participer à redonner du sens aux professionnels s'ils le cherchaient encore. Je vous propose de passer à un troisième retour d'expérience. Nous dirigeons cette fois du côté des SMR avec l'Institut médical de Sologne et donc je vais donner la parole à Benoît Margueret, qui est cadre de rééducation. Je ne sais pas si Stanislas Takouniadi se connecte, qui est le directeur de l'Institut médical de Sologne, mais on a fait la préparation ensemble. Et donc, merci beaucoup, Benoît, pour cette intervention qui, là, sera focalisée sur la prise en charge de la BPCO. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Du coup, avant de commencer, je tiens à remercier bien sûr la FHP pour nous avoir invités à cette présentation. Concernant juste un petit tour d'horizon sur notre SMR qui fait partie donc du groupe LNA Santé, un SMR assez riche en termes de spécialité puis en termes d'offres de soins. Avec des activités tournant autour de la cardiologie, de la pneumologie, mais aussi de la gériatrie et puis du polyvalent. Et puis après, d'autres sphères avec notamment maisons sport santé ou centres de santé. En tout cas, beaucoup d'activités au sein de l'établissement qui nous font rayonner d'un point de vue régional et départemental. Avant d'épiloguer là-dessus, en tout cas, je voulais revenir sur la partie satisfaction expérience patient. Au sein du groupe LNA Santé, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Bien sûr, bon, il y a l'évaluation plutôt nationale sur les ISATIS, mais en tout cas, les PROMS, les PREMS, ce sont des questionnaires déjà mis en œuvre au sein de nos établissements. Et puis, les groupes d'expression aussi qui sont mis en place aussi au sein de notre établissement, mais aussi au sein des autres SMR du groupe. Concernant les questionnaires de satisfaction aussi qui sont là depuis des années, en tout cas, voilà pour la partie recueil, ce qu'on peut proposer, en tout cas au sein du groupe LNA Santé, au sein de nos SMR et au sein de notre établissement. Alors, pratico-pratique par rapport à l'organisation du déploiement concernant ces PROMS. Donc, nous, on a décidé sur ces patients BPCO d'utiliser le questionnaire VQ11. Comme ont pu dire plutôt les intervenantes avant, nous, on a fait aussi un état des lieux de ce qu'on utilisait déjà au quotidien. Et puis, finalement, ce questionnaire était déjà utilisé, mais après, l'analyse n'était pas forcément faite. En tout cas, on distribuait déjà ces questionnaires avec U11, qui est un questionnaire reconnu et qui est surtout qui comporte plusieurs questions et puis qui analyse plusieurs dimensions, notamment les dimensions fonctionnelles, psychologiques et relationnelles des patients. Et puis, c'est un questionnaire pour lequel on a qui est validé par l'HAS et puis en plus qu'on a retrouvé aussi dans le guide méthodologique de la mise en place des PROMS comme proposé dans le guide HAS, puisque du coup, nous avons passé brillamment notre certification très récemment au sein de l'Institut médical de Sologne. Les méthodes et mises en place, donc nous, les questionnaires VQ11 sont remis aux patients en début et fin de séjour sous format papier. Donc un professionnel de l'équipe soignante doit être disponible pour aider le patient à comprendre bien sûr les consignes. Et puis, en tout cas, pas d'interférence avec d'autres personnes pour influencer bien sûr la passation du questionnaire. Concrètement, comment ça se passe donc les kinésithérapeutes de pneumologie distribuent les questionnaires auprès des patients. La cible, bien sûr, c'est tous les patients entrants
qui ont une BPCO. À quel moment? Donc, lors des bilans d'entrée et bilans de sortie. Et puis, finalement, la méthode de collecte, c'est directement une remise auprès des kinésithérapeutes. Après, la coordination de tout ça, et puis pour veiller au bon fonctionnement de ce processus de distribution, les référents, j'ai une référente en tout cas en kinésithérapie qui gère ce déploiement. Ensuite, concernant tout ce qui est extraction et communication des résultats, donc l'extraction, ça se fait par la team, hein, avec notamment le nombre de patients BPCO entrant par trimestre directement sur notre DPI. Donc, la référente kinésithérapeute, bien sûr, recueille ensuite l'ensemble des scores qui sont répertoriés dans le DPI directement, puisque du coup, le principe d'utilité, c'était surtout d'intégrer notre questionnaire directement dans ce dossier patient informatisé afin de faciliter la lecture et puis le recueil des données à l'issue des séjours et puis pouvoir les analyser par trimestre. Bien sûr, on est dans cette démarche pour identifier des actions d'amélioration et d'intégration dans le cadre de notre PAX. Et puis, l'intégralité des résultats est communiquée à la fois aux professionnels dans les réunions de service, mais après aux représentants des usagers avec les CDU, les CME, notamment au niveau du collège médical, et puis aux patients par voie d'affichage. Un petit récapitulatif des résultats que l'on a eu sur l'établissement, là, sur les 3 évaluations que l'on a pu faire. Donc, les taux de réalisation sur l'ensemble des patients, donc on a un taux autour de 72%. Après, le taux de réalisation ajusté, c'est des patients pour lesquels finalement, il y a des raisons qui sont plutôt logiques, qui n'ont pas eu le questionnaire au début à la fin. Donc là, sur les derniers temps, on est arrivé finalement sur ce taux de réalisation ajusté. Donc, 96% des patients ont pu le passer et devaient le passer finalement. Donc, l'évolution globale positive, elle est plutôt stable avec un score de 74%. Sur un seul séjour, on a plutôt une forte progression positive hein, de ce score de qualité de vie chez le patient à 81%. Des patients qui ont fait 2 séjours au sein de l'établissement, on voit que sur le dernier trimestre, on a eu 100% qui ont eu une évolution positive de leur score. Puis après, on voit aussi un peu une incohérence sur le dernier, mais sur des patients qui ont fait plusieurs séjours. Il était pour nous intéressant aussi de pouvoir l'évaluer. On avait vu plutôt une évolution très forte positivement sur les 2 premiers trimestres et puis une baisse sur le dernier trimestre d'évaluation. Au niveau du nombre de VQ11, donc on en a fait pas mal hein, sur le début de cette mise en place. On voit que quand même le nombre d'évolutions plutôt négatives de ce score de qualité de vie est plutôt faible par rapport au nombre de questionnaires passés auprès des patients. Et puis, on peut remarquer sur les 3 points, sur les scores relationnels, psychologiques et fonctionnels, plutôt à chaque fois une évolution négative, ce qui fait que du coup, c'est plutôt une évolution positive du score de qualité de vie au final et qui dit que le passage en SMR, en tout cas tout le programme proposé, à la fois en éducation thérapeutique, mais à la fois aussi autour de l'activité physique adaptée, il y a eu un effet plutôt positif chez les patients. Rapidement, sur notre conclusion rapide de tous ces résultats, en tout cas, l'intégration des résultats via le formulaire qui est disponible directement dans le DPI est vraiment essentielle pour améliorer le recueil. Il y a eu finalement la mise en place aussi d'une référence et puis pour que justement les équipes soient vraiment acculturées et adhèrent justement à ce déploiement. Également, on a aussi les proms du côté de l'insuffisance cardiaque, mais aujourd'hui, on avait décidé de présenter plutôt la BPCO. La cible, c'était d'avoir plus de 90% des questionnaires distribués à l'entrée et à la sortie. La cible a été plutôt atteinte sur le dernier trimestre. L'idée, c'est surtout d'analyser le score global et son évolution dans le séjour pour mieux orienter le patient à la sortie. C'est vraiment l'objectif aussi pour nous de ces proms.
puisque à l'issue des séjours, il y a une analyse des 2 scores avec le patient et qui permet de dire sur quoi le patient doit encore travailler ou sur lequel il doit être encore accompagné. Et puis, on souhaite bien sûr avoir un maintien de nos scores, hein, qui sont plutôt bons sur l'évolution positive d'un point de vue fonctionnel et psychologique, hein, c'est ce qu'on souhaite quand même maintenir. Le score relationnel est selon nous un petit peu plus difficile à interpréter puisque le patient n'a pas été forcément entre la phase d'hospitalisation en médecine aiguë et puis après en SMR, il n'a pas été forcément de nouveau confronté à sa vie quotidienne. Donc ça, c'est un peu plus difficilement interprétable selon nous. Une analyse détaillée aussi par chapitre sera faite de manière beaucoup plus macro pour que justement on puisse avoir des objectifs plus ambitieux par la suite, en tout cas sur les thématiques sur lesquelles on relève des baisses. Et puis l'objectif également, ça serait de transmettre et récupérer ce questionnaire à J+1 mois pour que le patient puisse répondre au questionnaire dans son contexte de vie quotidien, pour voir vraiment si le retour à domicile et le maintien des acquis a été contributif et qu'on n'a pas vu une trop forte diminution de ce score de qualité de vie peu de temps. En tout cas, les effets notamment du passage en SMR trop peu de temps après le passage dans notre centre. Voilà concernant ma partie présentation d'aujourd'hui. Merci à vous en tout cas, et je laisse la parole à Madame Viez. Merci beaucoup pour cette intervention et cette présentation complémentaire en fait. Les 3 retours d'expérience ont illustré eh bien à la fois comment ces questionnaires étaient mis en place et s'inscrivaient finalement dans un programme de soins et puis les résultats en fait obtenus. On rentre désormais dans la séquence questions-réponses pour celles et ceux qui en auraient, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. On a déjà commencé à y répondre en direct dans l'onglet questions-réponses. Mais avant que les questions n'arrivent, moi j'en ai une à vous poser. Vous avez évoqué effectivement l'implication et des patients et des professionnels dans cette démarche de PROMS. De manière générale, en fait, comment les patients accueillent ces questionnaires et comment les professionnels, et notamment les médecins, accueillent ces questionnaires, parce que finalement, ça implique tout de même un changement de culture et quelque part un changement de pratique, ou est-ce que c'est euh, voilà, une démarche qui était dans une démarche continue d'amélioration de la qualité des prises en charge. Ouais, nous, à Turin, si on peut répondre à cette question, on peut dire que c'est assez classique que les patients aient des questionnaires à remplir en amont avec leur dossier d'admission. Par exemple, avant une consultation d'anesthésie, il y a un questionnaire à remplir, justement pareil, pour recueillir les antécédents, etc. des patients. Ils avaient l'habitude d'avoir aussi des questionnaires de satisfaction à la sortie et, bon, bien sûr, un certain nombre de documents administratifs. Donc, comme nous, en plus, on essaie de donner le questionnaire en amont, donc en même temps où ils remplissent leur dossier administratif, on va dire que c'est un document de plus, oui, c'est quand même un document de plus, mais ça rentre dans ce package, on va dire, de documents que les patients ont à remplir. Donc, je ne pense pas qu'ils le voient comme un changement de culture. Surtout que c'est vraiment des questions centrées sur eux et leur vécu. Du coup, ils y répondent très facilement. Et concernant les médecins, ils sont plutôt aidants. Nous, on a plutôt des praticiens qui nous accompagnent et qui sont toujours dans l'amélioration des programmes. Donc, ils participent à la création des outils de manière tout à fait classique. Donc, pas de souci de notre côté. En tout cas, c'est quelque chose en continu. On vous
Oui, c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience parce que il y a maintenant 1 an, nous avions réalisé à la FHP une étude sur les proms et le déploiement des proms auprès de quelques établissements que nous avions identifiés, notamment dans le cadre du benchmark qu'avait réalisé la HAS. Et c'est vrai que c'était un des freins qui était mentionné. C'est pour ça que je vous posais la question, finalement d'arriver à impliquer, à mobiliser les professionnels de santé. Et la nécessité de les former finalement à cette nouvelle pratique d'adaptation aussi des programmes en prenant en compte davantage la voix des patients. Moi, si je peux intervenir par rapport à la question qui a été posée juste avant, selon moi, la qualité de vie aussi est plutôt intéressante à évaluer, puisque du coup, ça se centre bien sûr cette évaluation sur le patient et sur ses habitudes de vie et l'impact que peut avoir la maladie sur son quotidien. Et selon nous aussi, les patients apprécient vraiment voir les résultats que peut avoir justement un passage en SMR pour la suite et pour la reprise de leur vie quotidienne. En tout cas, c'est plutôt ça vise aussi à les rassurer et non plus être uniquement sur des scores plutôt d'évolution, par exemple nous du test de marche, mais d'être sur d'autres aspects qui sont plus représentatifs de la vie quotidienne. Merci Benoît. On a un retour d'expérience de Florian Rivaud qui nous dit bonjour. Dans notre certification à Blanc, on nous avait reproché de ne pas avoir d'évaluation de l'expérience patient en cours de prise en soin. Et donc, l'établissement a ajusté cela pour la certification de mars dernier, même si ça implique effectivement un peu plus de travail, en plus des retours d'expérience et autres questionnaires de sortie. Je pense que effectivement, ce type de démarche, c'est un investissement, mais vous l'avez démontré, et les retours d'expérience l'ont démontré, et Maria Bellem aussi, c'est que ça crée de la valeur pour le patient, et in fine, ça crée de la valeur aussi pour l'établissement. Euh, si vous deviez donner un conseil aux participants pour les encourager à se lancer dans cette démarche. Quel serait-il? Bah nous, comme on vous l'a dit en conclusion, je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur de ce mot-là ou en tout cas du travail que ça peut engendrer parce que finalement, c'est quelque chose qu'on faisait sans le savoir. Donc faire déjà un état des lieux des questionnaires que vous pouvez utiliser, peut-être regarder les différents outils qui sont validés de manière scientifique et de voir comment vous pourriez vous les approprier si ça peut correspondre à vos pratiques au quotidien. Mais pour nous, c'est vraiment voilà, de faire un état des lieux, de voir quel outil pourrait être adapté à vos pratiques quotidiennes sans spécialement changer vos pratiques. Et en fait, ça se fait de façon très facile. Oui, assez naturel au final, Voilà. puisque c'est vraiment le mot PROMS, c'est un acronyme qui peut faire un peu peur. Mais en fait, je pense que vu qu'on est tous dans une démarche de vraiment de soins, de services rendus aux patients, Oui. et finalement, c'est des choses qu'on fait naturellement. Et après, on peut le structurer et le faire rentrer dans cette démarche PROMS. C'était aussi l'enjeu du webinaire, hein, ce que Bertrand expliquait dans son propos introductif, c'est-à-dire que le PROMS, c'est un acronyme un peu barbare qui quand même, vous avez raison, peut effrayer et peut donner l'impression d'avoir une masse en fait de travail à engager. Mais je crois que vous avez aussi bien illustré le fait que finalement, voilà, c'est une continuité des démarches que vous menez, que les établissements mènent déjà et donc, il faut, je pense, l'appréhender comme cela. Benoît, Marguerite, est-ce que vous auriez, vous, un conseil? Ah, encore une fois, donc c'est un excellent moyen d'évaluer notamment nos pratiques et nos programmes, voir leur efficacité et l'impact vraiment sur le patient, de manière vraiment d'un œil vraiment extérieur et surtout en toute indépendance, puisque bien sûr ces questionnaires sont standardisés et puis validés. Et puis, je dirais que encore une fois, comme mes collègues de la clinique Turin. En tout cas, on a
nous vu que ça n'a pas changé beaucoup dans nos pratiques de choses, c'est-à-dire qu'on faisait déjà passer ce questionnaire-là, mais on n'exploitait pas les résultats. Et ça, je pense qu'on est beaucoup à utiliser des questionnaires d'évaluation de qualité de vie et pour lequel on n'a pas été plus loin dans la démarche d'analyse. Donc, je pense que c'est quelque chose de plutôt simple à mettre en place. Après, bien sûr, dans le cadre de la démarche de certification, il est important de se mettre en conformité là-dessus. Ouais. Je vous ai mis merci Benoît. Je vous ai mis dans le chat les guides d'utilisation des prompts en pratique clinique courante publiés sur le site de l'AHS. Hein. Je vous invite vraiment à aller explorer le site de l'AHS sur le sujet qui est quand même assez riche. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, Effectivement, Florian Rivaux, vous indiquiez que l'impact est surtout sur l'ajustement des programmes et des pratiques pour répondre au mieux euh, aux besoins des patients et évidemment c'est un vrai atout. Je ne vois pas d'autres questions posées. Vous avez été voilà très clair et ah si, je vois une question autour des outils utilisés. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, enfin en tout cas dans bon nombre d'établissements, c'est un questionnaire papier qui est utilisé et c'est vrai que le choix d'un outil pour numérique pour gérer des questionnaires en format numérique évidemment se pose avec eh bien le coût que cela représente aussi pour les établissements. Alors là, en direct, moi, j'ai pas de liste d'outils à vous adresser, en tout cas en live, mais on peut tout à fait, effectivement, la FHP pourra tout à fait regarder cela de près et puis vous transmettre un certain nombre d'éléments sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions et je n'en vois pas, je vous propose de glisser doucement mais sûrement vers la fin de ce webinaire et la conclusion. Peut-être ce qui est important, me semble-t-il, à retenir, c'est que finalement les prompts dont nous avons parlé rendent visite des dimensions que des indicateurs cliniques ne captent pas. Hein, vous l'avez dit, hein, la qualité de vie, l'autonomie, les symptômes, la capacité fonctionnelle, le retour à une vie normale. Et finalement, ces outils sont aussi des outils de mesure de la performance d'un établissement de santé. Je pense que c'est aussi important d'avoir cela à l'esprit. Et c'est vrai que c'est important pour les établissements, pour les professionnels de pouvoir comprendre l'impact réel finalement de leur prise en charge et de pouvoir comparer et se comparer, c'est aussi ça permet aussi d'améliorer les parcours et les prises en charge. Et donc on l'a vu, ces démarches s'inscrivent dans la continuité, la poursuite de démarches d'amélioration continue, cette fois-ci centrées sur les résultats. Et donc, en tout cas, l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous démontrer que s'engager dans une telle démarche était possible, puisque d'autres l'avaient fait. Et donc, en tout cas, on pourra poursuivre ces travaux sur les prompts, évidemment, lors d'un autre temps proposé par la FHP. Demain, nous nous retrouvons pour le troisième et dernier webinaire de cette semaine de l'expérience patient, qui sera dédié cette fois-ci au partenariat patient. Donc, il aura lieu de 13h et de 13h à 14h30. Et je laisse le mot de la fin, si tu le souhaites, Bertrand, comme tu en as fait l'introduction. Donc, si tu veux dire quelques mots en conclusion, tu as la parole. Ou pas, Marie-Claire, parce que je veux qu'on reste effectivement sur ce retour d'expérience. Donc, encore une fois, vous remerciez mille fois, parce que effectivement, ces initiatives, elles sont illustrantes, éclairantes,
elles sont incitantes, elles incitent effectivement à entrer dans le sujet. Merci de l'avoir décomplexifié pour permettre effectivement d'y entrer. Donc moi je m'arrêterai juste là, je veux qu'on reste effectivement sur cette impression-là et vous inviter à la troisième séquence de demain qui viendra clôturer cette semaine de l'expérience patient qu'on renouvellera l'année prochaine en essayant chaque fois un petit peu d'upgrader cette approche pour qu'elle irrigue véritablement l'ensemble de nos pratiques. Merci encore aux intervenants du jour. Merci beaucoup. Bon après-midi à toutes et tous. Bonne journée. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci, au revoir.